Bonjour à tous et puis merci de votre ponctualité. Alors, je vous propose de commencer. Nous allons aborder bien sûr le sujet de l'IA en deux temps. Aujourd'hui, on va aborder l'IA et comment les ciseaux accompagnent cette innovation avec l'IA Gen qui est arrivée. Et puis vendredi matin, j'aurai l'occasion également de vous retrouver pour certains pour parler cette fois-ci d'IA et d'attaque sur les IA génératives. On aura entre autres un cœur éthique qui nous montrera une vidéo et on vous expliquera un petit peu les nouveaux scénarios au-delà de ceux qu'on connaît. Mais tout d'abord, parlons d'IA générative et de votre métier, à vous les ciseaux, et de biais cognitifs, n'est-ce pas Camille? Alors pour cela, j'ai le plaisir d'avoir trois intervenantes. Voilà, pour une fois, nous avons oublié un peu les hommes. Alors Odile Detil, tu es directrice cybersécurité du groupe Caisse des dépôts et administratif d'Uclusif. Rappelle-nous en quelques mots ce qui se cache derrière la Caisse des dépôts. Il y a beaucoup de choses. Alors, en fait, la Caisse des dépôts, pour vous faire un rapide résumé, ça va nous donner en fait une vision des données qu'on manipule. La Caisse des dépôts, c'est deux grands métiers. Le métier bancaire, donc investisseur, prêteur, et un métier bancaire classique, et la direction des politiques sociales, là, ça c'est le paiement des retraites, c'est aussi opérer la plateforme Mon compte formation, donc là on est tous concernés. Voilà, donc on a des données de société, on a des données bancaires, on a les données des employés, puisqu'on est aussi une entreprise, et on a des numéros de sécurité sociale, typiquement. On fait des virements pour le paiement de retraite, comme je l'ai dit. Donc voilà, on a des données qui sont quand même on va dire très sensibles au sens RGPD du terme. Donc c'est ça qu'on manipule et voilà, d'où l'enjeu d'intégrer de l'IA pour traiter des données comme ça. Exactement, et on y reviendra. Lucille Coupez, tu es RSSI Gouvernance Groupe Essilor-Luxottica et puis membre du CESIN. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ton groupe, quelques mots. Alors, Essilor-Luxottica, très rapidement, on fabrique des verres, des montures, des équipements complets évidemment, des équipements industriels, de la robotisation pour nos usines. On est dans la medtech et voilà, c'est très très large. Donc en termes de données et de type d'assets, on ne s'ennuie pas. Et puis Camille Morvan, alors tu es chercheuse en sciences cognitives, anciennement professeure à Harvard, et par ailleurs tu es une entrepreneure et cofondatrice d'une société qui s'appelle Gochaba, pardon. Et en quelques mots, ton parcours de chercheuse. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que chercheuse. En particulier, je me suis passionnée pour la prise de décision et les biais cognitifs. Et j'ai pris une approche pluridisciplinaire entre la bio, la psycho, l'économie et la science politique, par exemple. Et j'ai voulu appliquer ça dans une société donc, qui s'appelle Gochaba, que j'ai dirigée pendant 8 ans, qui fait de l'évaluation cognitive pour le recrutement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la partie humaine du cyber-risque. Très important. Alors, merci en tout cas à toutes les trois d'être parmi nous. Alors, tout d'abord, je vais me tourner vers vous deux, Lucille et Odile, puisque dans votre métier de RSSI, de groupe CISO, dans les années antérieures, on a eu une vision de votre métier comme celui qui interdit, voire celui qui empêche de travailler, qui coupe les accès. Alors, j'aimerais savoir si cette tentation avec l'arrivée de l'IA générative vous est venue, mais avant cela, je me tourne vers la salle et j'aimerais savoir, dans vos organisations, est-ce que vous avez interdit l'utilisation de l'IA Gen? Est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, une minorité, voilà, je vois des signes, plutôt une minorité. Alors, Odile, à la Caisse des dépôts, tu as fait quoi? On a coupé ou pas? On a interdit? Est-ce que, en tout cas, l'idée en est venue? En tant que RSSI, forcément, ça a presque été la première idée. Et puis après, on s'est dit que c'était une mauvaise idée. En fait, voilà. C'est vrai que l'IA, ça génère des risques, évidemment. Ça, c'est dit à peu près dans toutes les tables rondes et c'est normal. C'est aussi de formidables opportunités. Et il faut bien reconnaître que pour une fois en cybersécurité, on a l'opportunité en fait d'être au début de quelque chose et de pouvoir le sécuriser dès le début. Donc, on a vu ça aussi comme finalement, c'est un levier de croissance. Ça peut générer des gains en productivité pour l'ensemble des collaborateurs. Il y a une histoire, donc prenons la vague plutôt que la subir.
Donc ça a été on va dire le deuxième réflexe, donc qui est arrivé heureusement pour tout le monde assez vite, en tout cas dans mon domaine. Par contre, on s'est tout de suite dit, alors ça c'était à la période où ChatGPT effectivement était très utilisé, hein, c'était un peu le boom, on s'est tout de suite dit, oui d'accord, mais quand même le risque numéro 1, c'est la fuite de données. Donc, on ne veut pas retrouver voilà, certains bilans comptables de sociétés Surtout dans ton activité. sur Internet, ce serait quand même un peu malvenu. Donc, l'idée, ça a été plutôt de dire, si vous avez des données qui sont du public, vous pouvez effectivement jouer avec ChatGPT. On a regardé un petit peu ce que les gens faisaient en termes d'usage. Il y avait beaucoup de croisements de données, mais sur des communiqués de presse, des choses comme ça. Donc, du public déjà, de l'exposé, donc rien de sensible, voire de très sensible. Et puis beaucoup de traductions aussi. Donc au final, on s'est dit qu'on pouvait autoriser peut-être, déjà encadrer et communiquer aux collaborateurs. Vous pouvez utiliser déjà ChatGPT si vous voulez, mais sur des documents voilà, qui seront de niveau de classification très bas. Donc, voire même, on n'a pas besoin de les protéger, c'est du public. Donc on a en fait démarré comme ça. Ça a permis aussi de faire une communication pour sensibiliser les utilisateurs, parce que là, ce dont on va parler, en fait, c'est les métiers. C'est pas les métiers de la cybersécurité, c'est comment nous, en termes de CISO, on accompagne les métiers. Et ça fait écho aussi à une évolution de notre métier. Plus ça va, moins on est des ciseaux qui interdisent, mais on est plutôt devenus presque des biseaux. On accompagne le business. Moi, je me positionne toujours comme un business partner à l'établissement public, en disant, moi, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous accompagner, je suis là pour intégrer la sécurité dans les projets, je suis pas là pour vous dire ne faites pas. Parce que de toute façon, ils feront. Donc, il vaut mieux que je leur dise comment faire, plutôt que de mettre des règles qui, de toute façon, seront contournées par certains. Donc, en fait, notre positionnement, je pense aussi dans l'entreprise, il a changé. Et ce qu'on nous demande, c'est vraiment l'accompagnement des métiers pour les aider finalement à travailler en sécurité, parce que c'est ça que veulent les collaborateurs. Donc une partie classification des documents, très Exactement. claire en interne, et puis probablement peut-être des logiciels un peu dédiés. Des logiciels un peu dédiés, oui, si vous voulez faire de la traduction, c'est pas la peine de demander à ChatGPT, vous avez tout ce qu'il faut voilà, comme autre logiciel dédié. Donc peut-être les utiliser, privilégier l'utilisation, mais il y avait un côté je joue avec, en fait. Alors Lucille, dans ton secteur de l'industrie, avec des lignes de production, des usines, un service de développement et de recherche important et un marketing bien sûr qui l'utilise, on peut l'imaginer. Ce qui est intéressant, c'est savoir par quelle porte l'IA générative est entrée chez Essilor. Alors en fait, elle est entrée en 2012 à peu près, dans ces eaux-là, avec les lunettes connectées, qui étaient à l'époque que des prototypes. Et à l'époque, voilà, nous on a des business qui vont très 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 loin. On a une exigence d'innovation parce qu'on est leader du marché, donc faut conserver la place aussi. Et du coup, on a du mal à suivre derrière les business, pour le dire comme ça. Je rejoins Odile, on est business enabler, on est fonction support. Donc on ne sera jamais là pour dire il ne faut pas y aller, ou il ne faut pas signer avec tel tiers, ou il ne faut pas aller vers tel techno. Par contre, il faut mettre les choses en place pour qu'on ne court pas derrière, pour réduire les risques et pour les identifier. Ce qui est très compliqué, c'est que finalement, tout ce qu'on connaît, on a tout ce qu'il faut dans les entreprises. On a eu plusieurs démarches. La première a été de dire, OK, on laisse quelques licences copilotes entreprises ouvertes. On voit ce qui se passe. Finalement, il y avait très peu d'utilisation. Après, les bruits de couloir étaient que finalement, les gens ne savaient pas trop s'ils avaient le droit d'utiliser ou pas. Donc, ils avaient cette curiosité, on l'a tous eu à un moment donné, de dire « oui, mais enfin, si je mets des choses dedans, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, on a fait des communications. Pareil, je te rejoins sur la partie sensibilisation, puisque finalement, pour embarquer les gens, pour qu'ils nous écoutent, il faut qu'on les embarque déjà sur les problématiques qu'ils ont aujourd'hui. Donc, que ce soit les métiers ou les employés qui, entre midi et 2, vont installer en 5 clics sur étagère une IAGène et jouer avec, voilà, pour briller auprès de leur manager, pour trouver la bonne idée qui va bien, pour juste se faire plaisir entre midi et 2. Il faut encadrer tous ces types de profils. Et donc au final, après, alors ça ne s'est pas fait tout seul, on peut dire qu'en 2024, on sait comment on y va, on sait comment on va adopter l'IA en entreprise. J'ai monté un lab en interne et aussi auprès du Césin. On en parlera effectivement. Voilà. Parce que finalement, on a la plupart du temps beaucoup plus de questions que de réponses. C'est pas grave.
il faut dérouler. Alors, chaque gros problème se découpe en plus petits. Dans les entreprises, on a tout ce qu'il faut. On a en général déjà de la sensibilisation. On a des équipes qui savent faire des analyses de risque, qui savent les consigner, qui savent gérer les tiers. Chacun à son niveau et comme on peut. Mais à un moment donné, il faut s'appuyer sur ce qu'on a. Donc, il ne faut pas paniquer, entre guillemets, à dire « Ok, c'est nouveau, ça apporte beaucoup de risques, comment on va faire ?» Ok, il faut regarder ça froidement, de façon pragmatique, en disant on peut s'appuyer déjà sur énormément de choses qui sont dans les entreprises et souvent qui sont mal utilisées. Il y a beaucoup de gens qui font dans leur métier côté business, vraiment métier pur, qui ont déjà cette approche de dire mes nouveaux produits, mes nouveaux services de demain, ils ont déjà une petite notion d'analyse de leur activité, d'analyse du risque qu'ils vont prendre pour le défendre par rapport à leur hiérarchie. Ça, c'est un terreau essentiel. Parce que dans cette pré-analyse, si nous, on écoute le business et si on continue à être effectivement fonction support, là, c'est un terreau d'information incroyable. Donc, ce qui est compliqué pour nous, c'est de comprendre tous les business. Parce qu'en même temps, on n'a pas le temps, on a aussi des incidents, on a des choses à faire. Assez concrète. Voilà, et ça va très très vite. Et finalement, je dirais qu'il n'y a pas de nouveaux risques. Je dirais que les risques qu'on connaît sont exponentiels. Et que le premier risque, c'est l'humain. On parle des biais, on parle de voilà, les biais cognitifs, les hallucinations, etc. Les humains aussi ont des hallucinations sur l'IA. Je peux vous assurer qu'on imagine que ça va être puissant et donc dangereux. Tant qu'on ne l'a pas compris, tant qu'on ne comprend pas le contexte, qu'on ne comprend pas comment c'est fait à l'intérieur, il faut vraiment qu'on apprenne, nous aussi. On a l'apprentissage de l'IA, mais on a l'apprentissage de comment est faite une IA. On a une zone grise, donc c'est très compliqué. On ne sait même pas comment détecter qu'elle est attaquée, par exemple. Donc on a des zones grises qui sont importantes, c'est pas grave. Comme en analyse de risque basique, et là, back to basics, la zone grise, elle est là. Elle n'est pas définie, on n'identifie pas bien, mais du coup, on va s'en méfier. Et petit à petit, on va lever le voile. Donc, sensibilisation énormément. Et surtout, faire comprendre, nous, la dernière com qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, a été assez appréciée, puisque finalement, on leur a dit, OK, vous vous posez des questions, voilà ce qui est possible de faire, voilà ce qui n'est pas possible de faire. Et voilà ce qui se passe dans l'entreprise pour l'IA. Donc, on leur a dit, globalement, c'est comme d'habitude, un projet sensible qui comprend des données sensibles, ou qui embarque des partenaires sensibles ou critiques, que ce soit des tiers, des partenaires internes, que ça embarque une technologie critique ou que ce soit une dépendance économique qui est critique, à partir de là, eh ben, c'est le terreau pour dérouler ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que les projets sensibles et stratégiques et critiques et hautement confidentiels dans l'entreprise, on sait les gérer. On a tous une façon, il n'y a pas de vérité, mais ça, il faut le garder et il faut le renforcer. Alors, on a parlé beaucoup de sensibilisation. Odile, tu as évoqué l'évolution de ton métier, enfin de votre métier à tous, de ciseaux en biseau. Avec le recul, quels sont certains défis? Quelle politique finalement dédiée à l'IA tu as mise en place? On peut parler peut-être de charte éthique dans ton activité, plus qu'ailleurs? Alors, on a effectivement des chartes déjà de déontologie. Donc, on n'a pas forcément besoin, et je te rejoins, on a déjà tout un matériel en fait en entreprise qui nous permet déjà de faire face au phénomène d'arrivée de l'IA. Donc, on n'a pas mis en place de charte spécifique. Par contre, ce à quoi on réfléchit là vraiment de façon très sérieuse, c'est une PSSI, donc une politique de sécurisation des systèmes d'information dédiée à l'IA. Donc là, j'en ai déjà une dédiée au cloud. Qui explique voilà, où est-ce qu'on peut héberger les données selon leur sensibilité, selon si c'est un mandat de l'État ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire, donc qui explique au projet voilà, sur un catalogue finalement de clouds qu'ils peuvent utiliser. Et pour l'IA, finalement, c'est un petit peu la même chose. Ce serait de dire, voilà ce que vous pouvez faire, avec quelles données, selon le niveau de sensibilité des données, voilà ce que vous pouvez utiliser ou pas. C'est clair que pour le moment,
on n'a pas de projet qui seraient des projets critiques où on ferait intervenir une IA. On est plutôt sur des projets de chatbot, on est plutôt sur des projets comme ça. Mais néanmoins, c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, cette partie humaine dont on va parler avec Camille. Elle prend des notes. Il y en a des choses à dire. Voilà, revient beaucoup. Après, quand on est face à une IA générative, on a essayé d'expliquer aussi à nos utilisateurs comment on fait un prompt pour avoir en fait un résultat qui soit pertinent. C'est-à-dire que aujourd'hui, il ne s'agit pas de rentrer juste une question, on aura une réponse, ma foi, plus ou moins ésotérique. Par contre, si on la contextualise, si on met la finalité, à qui ça se destine, peut-être qu'on aura quelque chose de plus pertinent. Et puis après, on peut aussi itérer pour finalement affiner le résultat. Donc, on a expliqué ça pour faire, pour créer des slides ou des articles ou des choses comme ça, qui permettent aussi de démystifier, c'est ce que tu disais. En fait, il y a une grosse partie du travail qui consiste à démystifier l'utilisation. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Moi, c'est aussi ce que je mets derrière le terme sensibilisation. Pour moi, il y a deux niveaux. Vous voulez développer un projet, vous voulez intégrer de l'IA, c'est chouette, c'est bien, ça fait effectivement, ça épate sa ligne hiérarchique, voire son COMEX, donc super. Et puis c'est le sens de l'histoire, donc allez-y, mais n'oubliez pas d'intégrer la sécurité dans les projets dès le départ. Donc que ce soit du développement spécifique ou ce soit l'utilisation de tiers, alors chez nous c'est plutôt ça, faites attention à cette partie-là. Et après, toute la partie, effectivement, sensibilisation et prise en compte, finalement, de ce qu'on veut faire et de quel est le résultat. Parce qu'au final, la vraie question, c'est je rentre quelles données et je veux quel résultat. Et en fait, aussi, comment je le contrôle. Parce que, on est dans un établissement financier, le contrôle, c'est natif. Donc... C'est un peu dans l'ADN. Oui, Lucille. J'ajouterais juste que justement sur cette dernière phrase, par rapport à ton introduction où on était ceux qui empêchaient, c'est le côté un peu... Ou pas, j'ai dit avant. Oui, mais là, ça y revient, parce que c'est un terrain de jeu formidable. Et pour le coup, ceux qui commencent à jouer vraiment bien avec et à rentrer dans les usages ont énormément de... Ils peuvent libérer vraiment un potentiel assez sympa. Et pour le coup, là, on va leur dire, OK, mais attention. Back to basics. Alors, security by design. On reprend depuis le début. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Parce que là, on peut partir dans tous les sens, en fait. Et en partant dans tous les sens et en voulant avoir plus, le vrai risque qui est assez nouveau, pour moi, il est double. Il y a ce qu'on appelle en anglais l'overconfidence, la surconfiance, l'excès de confiance. Les biais de confiance est un des sujets l'excès de confiance. Des développeurs qui vont être plutôt bons, alors s'améliorer. Ça, c'est un vrai sujet. J'aimerais que tu insistes sur ce point parce que toi, en plus, tu as des robots qui intègrent de l'IA. Oui. Et dans la diversité des métiers que tu dois accompagner, il y a effectivement les développeurs. Alors, dans ce cadre-là, dans les usines, c'est plutôt simple parce que justement, pour illustrer mon propos, dans les usines, on sait exactement qu'un robot, il doit aller attraper telle pièce, pas la lâcher. Il a un temps de parcours avec le bras pour déposer ailleurs. Derrière, il y a la ligne de prod. Donc ça, c'est presque beaucoup plus cadré que juste un développeur qui va se dire, OK, j'ai le feu vert pour aller développer tel nouveau projet, etc. Évidemment, cadré avec un steering committee, avec les fonctions support qui vont vérifier. Alors, parfois, on n'a pas de réponse, il ne faut pas se leurrer. Parfois, on se met dans des salles de réunion en disant, OK, super, projet critique, on se réunit comme d'habitude, on a nos outils comme d'habitude. Et là, on a plus de questions que de réponses. Ce n'est pas grave, on découpe, c'est plus long. Alors, c'est plus long, c'est un temps qu'on n'a pas. Parce que l'IA... Voilà. Et l'entraînement, en quelques millisecondes, l'IA nous a déjà mis 5 ans dans la vue. Donc ça, c'est le vrai gros problème et c'est le nouveau risque finalement. Après, si on fait les choses comme il faut depuis le début en disant on cadre, il y a une zone grise, on ne sait pas trop, mais on décide de ne pas y aller ou d'y aller un peu. Ça dépend de la prise de risque du business aussi. Après, moi, j'ai tendance à dire on a des métiers très divers qui peuvent être critiques, mais au bout du bout, on n'est pas un hôpital, on ne fabrique pas des freins de voiture. Donc, au bout du bout, il se passe quoi? Il se passe ça. Voilà. La lunette, elle est foirée, c'est pas très grave. Ton micro. Donc, on a aussi
un ADN d'entreprise du temps d'Essilor et du temps de Luxottica, d'excellence. Ce qui fait que, voilà, quand bien même des lunettes, on ne peut pas se permettre. On a la chance aussi avec les lunettes connectées et avec un pôle recherche et développement monde qui est extrêmement actif et extrêmement inventif, d'avoir déjà depuis très longtemps, à peu près 15 ans, on va dire, des data scientists, des data engineers, et tout finalement cette communauté qu'on doit absolument rapprocher des experts cyber. Parce que jusque-là, ce qu'on leur demandait, ce n'était pas la sécu. Et nous, on ne comprend pas ce qu'ils codent. Et on ne code plus de l'IA. Et donc, dans le cycle de vie, il y a au moins les 3 points dans l'analyse de risque dès le début. Et vraiment, on a mis en parallèle des projets qui étaient à peu près sur les mêmes métiers. Avec tout ce qui va bien au début, security by design, les bons intervenants, etc., des réunions régulières, et tracer tout ça. Et même si on remet en question, c'est pas grave, c'est pareil comme quand vous faites un DPIA. À un moment donné, si vous ne le faites pas, ou si vous avez votre conclusion du moment, et qu'ensuite vous déroulez le DPIA, côté privacy et sécurité, le résultat, il est tellement différent, ça vaut l'effort. Vraiment, ça vaut l'effort. Alors, tu as parlé de surconfiance en soi, mais tu n'as pas voulu employer le terme de biais. On va, en tout cas, nous, biais humain, un biais humain, de parler de biais humain avec toi, Camille. Effectivement, dans tes recherches, le concept de surconfiance en soi, tu l'as rencontré? Ouais. Alors, c'est assez rigolo parce que j'interviens régulièrement sur l'IA et les biais, soit les biais algorithmiques ou les biais cognitifs. Et ce qui est vraiment délicat, c'est que souvent j'interviens parce qu'on parle d'IA comme d'un truc qui va tout transformer, puis en fait on se retrouve tous à une table ronde et on dit finalement c'est pas si énorme que ça. Donc à chaque fois moi j'ai un peu ce rôle, bon là je suis contente parce que vous l'avez fait avant moi, de en fait il se passe pas grand chose, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a ces effets d'annonce sur l'IA avec une perception on va dire dans le grand public qui est un peu incendiaire, la perception de l'IA, et avec quand même des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Et puis, il y a le reste il me semble, globalement, les personnes qui s'en servent ou qui comprennent un peu comment ça marche. Donc, je pense ici, du coup, que peut-être on se retrouve un peu après chez des convaincus, qu'en réalité, aucune techno ne va tout changer. Ça, enfin, je veux dire, il y a eu peut-être la roue et le feu, quoi. Mais depuis, ça modifie des choses dans la façon dont on vit, mais ce qu'on voit, c'est que fondamentalement, Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, et Homo sapiens a la même façon de fonctionner depuis 300 000 ans, c'est-à-dire croire qu'il est exceptionnellement intelligent, alors que ce n'est pas le cas, quoi. Et la spécificité d'Homo sapiens, c'est de se raconter des histoires, et de penser que les histoires qu'on se raconte sont importantes. Et c'est parce qu'on se raconte des histoires et qu'on croit qu'elles sont importantes que finalement elles ont un impact. Et ce que je trouve intéressant dans l'usage de l'IA et qui a été très bien dit, c'est que on sent bien que parce que l'être humain a ce qu'on appelle bounded rationality, donc une capacité cognitive limitée, on est obligé, quand on veut que quelque chose fonctionne, de mettre en place des règles et de vérifier que ces règles fonctionnent bien. Donc ça, c'est juste, on le sait tous, ça, en fait, qu'on n'est pas si intelligent que ce qu'on croit être. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous disiez, c'est cette combinaison de parce que l'être humain a beaucoup de biais, il faut mettre en place des process. Mais en même temps, ce qu'on sait aussi, c'est que l'humain a une manière d'apprendre qui est quand même... c'est pas qu'elle est exceptionnelle, je veux dire, il n'y a que l'humain qui apprend comme apprend l'humain. Donc ça sert à rien de se comparer aux autres, en fait. Ça, c'est un truc humain aussi, de dire on est plus intelligent que ceci. Non, on est juste unique parce que c'est une espèce unique. Mais du coup, s'appuyer sur les métiers, ça permet de... En fait, l'humain est le seul à pouvoir se critiquer lui-même, quoi. Voilà. Donc, s'appuyer sur la connaissance métier pour s'assurer qu'on ne fait pas trop de conneries quand on utilise de l'IA, c'est une bonne chose parce qu'en fait, le seul garant du fait qu'on ne fait pas trop de conneries, c'est nous. Et donc, dans ce fantasme autour de l'intelligence artificielle, il y a ce truc que l'humain a toujours fait, qui est de se dire qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. En fait, avant c'était Dieu, après c'est la technologie. Mais donc voilà, moi sur ce sujet de manière globale, j'ai pas grand-chose de plus à dire que ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire l'IA c'est une technique comme une autre qu'il faut utiliser
pour qu'elle puisse apporter une certaine richesse en entreprise, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, il me semble que c'est globalement ce qui a été dit. Moi, voilà, juste sur la partie sciences cognitives et on va dire pas la nature humaine, mais notre condition humaine, c'est que juste on se raconte tout le temps des histoires, quoi. Donc, je peux vous donner évidemment une liste de biais que vous connaissez déjà, des milliards de biais. Alors moi, j'adore celle des avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux bien que tu me la Voilà, mais donc je peux donner notamment cet exemple-là de biais qui est, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent le biais avec l'avion de chasse qui revient avec des impacts de balles. Qui est-ce qui le connaît? Qui le connaît celui-là? Donc voilà, le principe, c'est, je crois que ça s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça peut se produire n'importe où. Les avions reviennent après des attaques avec des impacts de balles sur, on va dire, l'avant de l'appareil. Donc, que font les ingénieurs? Ils renforcent l'avant de l'appareil. Donc ça, c'est le biais du survivant. Ça sert à rien de renforcer l'avant de l'appareil puisque ces impacts sont sur les avions qui sont revenus. Donc la fragilité de l'avion, elle n'est pas à l'avant de l'appareil, elle est sur les zones qu'on ne voit pas, parce que les avions qui ont été éliminés ne sont pas revenus. C'est un exemple qui est effectivement hyper parlant, mais du coup qui juste, encore une fois, met toujours en éveil ce truc de qu'est-ce qui nous paraît évident à nous en tant qu'être humain, et à quel point souvent c'est faux. Et pour autant, et c'est pour ça que je voulais revenir sur l'idée de s'appuyer quand même sur l'expertise, c'est que l'être humain tout seul présente tout le temps des biais, mais l'être humain à plusieurs a mis en place des choses pour qu'on puisse essayer de se décaler un peu par rapport à ces biais-là. Mais cette quête, il faut qu'elle continue. Parce que le gros risque de l'IA, c'est que les biais humains se retrouvent déployés à l'échelle. C'est ça le risque de l'IA, le réel risque. C'est pas que l'intelligence artificielle nous dépasse. D'ailleurs, l'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle. Hein. Donc, mais le risque, c'est pas qu'elle nous dépasse. Le risque, c'est qu'elle fasse le pire que ce que nous on fait, mais à l'échelle. Alors, on a vu jusqu'à présent l'accompagnement que vous faites vis-à-vis des métiers. Maintenant, j'aimerais que l'on voit un petit peu les bonnes pratiques par rapport à la sécurité des données, par rapport à l'IA. Odile, toi, tu crois à l'IA verticale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et en quoi pour toi, ça réduit les risques? Alors, c'est pas forcément que ça réduit les risques, mais en fait, pour moi, une IA verticale, c'est une IA où elle est faite pour faire une tâche. Et en général, elle est faite pour remplacer ce que fait péniblement l'être humain, parce qu'effectivement, notre intelligence est limitée, et les journées aussi, ça tombe bien. Donc, si je prends un exemple pour la réglementation DORA, on est en train de regarder en fait ce qu'on a à faire, et on a un gros travail sur la partie gestion des risques, premier pilier DORA pour ceux qui sont assujettis, qui connaissent ça très bien. Et donc, du coup, il faut relire toutes nos procédures et regarder si on est conforme. Ça, c'est quelque chose qu'on peut automatiser et en sortir un niveau de conformité, puisqu'on sait, voilà, on a la liste des documents en entrée, donc les données, elles sont fiables, c'est nos procédures, c'est ce qu'on produit nous, et les exigences aussi liées par exemple à la réglementation, et les données en sortie, c'est le niveau de conformité par rapport à ça, et ce qui manque. Donc c'est finalement assez facile de travailler là-dessus. Bon, ce qu'une armée de stagiaires pourrait faire très bien. Mais finalement, on peut aussi, alors je ne parle pas d'en développer, mais plutôt de prendre des outils qui existent déjà chez des tiers pour pouvoir faire ce travail-là, qui ira beaucoup plus vite, qui sera moins ennuyeux. Et là où sera l'intelligence humaine, pour le coup, ce sera plutôt de dire comment je fais pour remplir le gap. Et comment je fais pour accélérer finalement et avoir des procédures que je peux après réutiliser pour d'autres choses. Voire... voilà, la Caisse des dépôts, c'est un groupe. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser certaines choses entre les différentes sociétés, voire les groupes de groupes qui composent la holding Caisse des dépôts? Donc, c'est pour moi, les IA verticales, elles sont faites. On leur demande pas de faire le café le matin, quoi. Et donc, elles ont une tâche, on sait ce que c'est, on attend un résultat. C'est facile à contrôler. On peut faire de l'échantillonnage. Donc voilà, pour moi, c'est là où ça peut être pertinent. Ça réduit les risques et donc tu contrôles ça avec l'échantillonnage, avec des contrôles des extrêmes, par exemple. Voilà, tu regardes les documents en entrée, tu peux mettre des contrats et puis à la sortie, regarder si effectivement toutes les clauses de DORA qui sont demandées sont bien dedans. Bon, ça évite de passer en revue par un être humain ou une batterie de stagiaires tout un pan qui n'est... finalement, ça n'a pas grande valeur ajoutée
de faire ça. On peut automatiser la tâche. Et pour moi, en fait, la vraie valeur ajoutée, elle est dans l'automatisation. Alors, une petite question, Camille. Demain, tu as un meet-up qui est intitulé « Quand nos failles mentales ouvrent la porte aux cyberattaques ». Une question, les failles mentales dont tu vas parler demain, est-ce qu'elles amplifient finalement? Elles sont amplifiées avec l'IA Gen? Ouais, très bonne question. Oui, donc demain, je fais un meet-up d'une demi-heure où je vais parler des biais avec des exemples ludiques et tout ça. Ça va être intéressant, je pense. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et bon, c'est un peu ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, mais pour moi, là où la bêtise humaine est amplifiée par la soi-disant intelligence artificielle, dans le sens où le risque qu'on a, c'est que parce qu'on peut automatiser, en fait, sous l'ombrelle intelligence artificielle, on met plein de trucs qui n'étaient pas nécessairement... ce qui tombe sous l'ombrelle intelligence artificielle, ça change selon les époques. Donc, c'est pas une définition scientifique. Intelligence artificielle, c'est une définition marketing. Hein, en réalité, c'est un terme marketing. Donc, là où tout ce qui est automatisation peut amplifier les biais, c'est ce qu'on connaît tous assez bien, notamment des biais algorithmiques. Donc, voilà, les décisions de justice aux États-Unis sont généralement assez racistes. Si on utilise une IA pour labelliser les cas juridiques avant de les juger, on a un risque que ce label renforce effectivement le racisme ambiant. Bon, voilà, il y a des exemples comme ça. Et puis peut-être une autre chose que je trouve intéressante sur l'IA générative, que j'observe en tout cas, c'est cette sensation de familiarité. C'est quand même intéressant parce que l'IA générative, le principe, c'est juste globalement, quand les gens parlent avec une IA conversationnelle, ils ont l'impression que l'IA réfléchit. C'est quand même assez marrant. Quand on parle à un autre être humain, on a des fois l'impression que l'autre être humain réfléchit. En tout cas, on est plus prompt à se poser la question de si notre interlocuteur est intelligent. C'est intéressant quand même, parce que voilà, là on a un peu de critique. Et je trouve qu'il y a pas mal de personnes, enfin moi j'en ai rencontré dans le business, qui d'un coup ne jurent que parce que leur dit ChatGPT, et en pensant... Alors je suis désolée, mais je trouve que c'est pas les gens les plus intelligents généralement. Je suis vraiment désolée s'il y en a parmi vous qui sont amoureux de ChatGPT, mais j'ai l'impression que quand il y a trop de technocentrisme et trop de cet ésotérisme-là, de « ah là là, j'adore la technologie, ça va sauver le monde », c'est des esprits, des personnes qui pensent être plus intelligents que les autres et qui pensent qu'ils ont vu quelque chose, eux, dans ChatGPT, que nous, le pauvre commun des mortels, on n'a pas vu. Mais c'est quand même intéressant parce que, encore une fois, c'est pas les esprits les plus brillants hein, qui se disent ça. Donc là, on a quand même quelque chose d'un risque, effectivement, d'aller démultiplier. C'est pas pour juger, je pense pas que l'intelligence soit l'unique mesure de la valeur humaine. Je pense qu'on peut être pas spécialement intelligent et apporter énormément à l'humanité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient percuter quelque chose. Je trouve que ça vient appuyer sur une faiblesse de certains individus. Il y a une promesse derrière l'IA conversationnelle qui, je trouve, est vraiment trompeuse et qui finalement vient attraper des personnes qui sont un peu fragiles sur la capacité d'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est un truc dont on a de plus en plus besoin parce que le monde devient plus complexe. Et on l'enseigne très peu, l'esprit critique, alors que c'est ce qu'il faudrait enseigner le plus aujourd'hui, je pense. Alors, il y a les faiblesses humaines, mais Lucille, il y a aussi la faiblesse des données. Et l'une des approches stratégiques, c'est quand même toute cette phase de préparation de ces données. Alors, en interne, tu as pris un certain nombre d'initiatives qui t'ont amené à créer un lab au sein de EssilorLuxottica. Tu as évoqué celui avec le Cézanne. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche justement par rapport à ces données ? Elle est très simple, hein. Je le disais tout à l'heure, on a plus de questions que de réponses. Et j'ai assez vite compris, comme beaucoup de gens, qu'il fallait creuser pour savoir de quoi on parlait. Parce que là, en fait, avec tous les experts autour de moi internes, on s'en sortait pas en fait, juste. Et puis ça partait dans tous les sens. Donc c'est Françoise Soulier qui a au FIC de cette année qui avait soulevé le sujet et elle a en fait mis le doigt sur ce qui me bloquait depuis plusieurs mois, de dire mais les deux communautés là, parlez-vous parce qu'en fait vous avez tout à vous deux, vous avez la solution.
Et je me suis dit, mais moi, j'ai des data scientists en interne, on a des experts sécu, on a des experts IT, sécurité opérationnelle. Il y a forcément un moyen qu'on aille chercher des réponses, même si elles ne sont pas complètes. Et à partir de là, on a pris des cas d'usage dans différents métiers qui font que aujourd'hui, finalement, en se raccrochant, parce que c'est compliqué, on pourrait dire, super, on monte un nouveau service IA magnifique avec des très jeunes qui viennent du MIT, IA, des formations les plus prestigieuses du moment. Je ne pense pas que ça fasse le job non plus, parce qu'ils n'auront pas la connaissance de l'entreprise, ils n'auront pas la bouteille du métier, il manquera d'autres choses. Donc faisons avec ce qu'on a, encore une fois, et on a de la chance depuis l'année dernière, on peut s'appuyer sur un certain nombre de textes, de grandes lignes. On a côté Annecy évidemment les recommandations. On a aussi quand même la norme 42001. Donc, je ne sais pas s'ils ont, pour la petite blague, 42 000, est-ce que c'est lié à réponse 42, je ne sais pas. Ils se sont dit, bon, voilà, il y aura toujours un gris. Et puis, on a aussi, pour tous ceux qui s'appuient plus sur les contrôles NIST que sur 27001, on a NIST qui a sorti aussi les contrôles IA, NIST IA. Donc, on n'est pas obligé de tout prendre, encore une fois. Il ne faut pas se dire, oh là là, c'est nouveau, alors on prend tout, on embarque. Il faut juste maîtriser ce qu'on fait, en fait, et savoir que ce qu'on ne peut pas prendre, c'est pas grave, c'est une zone grise. Et puis, au fil du temps, on essaye de prendre plus et toujours réduire les risques qu'on a identifiés préalablement. Alors toujours les cadres et les cadres dans notre secteur. Odile, bien sûr, il y a Dora qui arrive, surtout le 25 janvier. Est-ce que dans Dora, est-ce que ça change ton approche ou est-ce que ça t'apporte quelque chose dans justement ce cadre qui sont toujours à redéfinir ? Alors, Dora, c'est de la résilience opérationnelle, donc on peut utiliser l'IA dans des outils de détection, on peut utiliser l'IA pour faire peut-être encore une fois, ça répond à des use cases, j'analyse des contrats, des procédures, je regarde si je suis conforme. Donc, l'IA peut être apporter un support pour finalement aller plus rapidement dans une mise en conformité. Mais en fait, c'est pas l'objet de Dora. Moi, ce que je verrais plutôt, c'est l'application de l'IA Act, qui doit rentrer en application en 2027, quelque chose comme ça. Et donc là, je pense qu'effectivement, on va avoir aussi un petit peu de travail pour regarder ce qu'on fait, pour encadrer nos risques, c'est ce que tu disais, Lucille, et puis voir comment on commence à intégrer finalement les bonnes pratiques aussi de nos entreprises dans des projets qui comportent l'utilisation d'une IA. Ou le développement d'une IA, parce que toi, tu fais peut-être plus de développement que moi sur la question. Moi, je rêve de la verticalité, en fait, là. Est-ce que tu vas être concerné, toi, par NIS 2 ? Alors, je vais te faire une réponse joker. On espère que non. On est pour l'instant un peu border, parce qu'on est quand même aussi medtech, assez récemment. Mais on va surtout attendre les textes finaux, pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. D'accord. Alors, on arrive déjà au terme de cette table ronde et on va vous laisser quand même le fait de pouvoir poser une ou deux questions. On a un tout petit peu de temps. Mais un mot de conclusion. Les assises, c'est le travailler ensemble. Alors là, on est en plein le sujet. En tout cas, c'est ce que vous nous avez démontré. C'est vraiment le travailler ensemble sur l'IA générative. Bien sûr, dans vos structures, c'est pas le cas peut-être dans d'autres structures. Mais un conseil, voilà, un mot de conclusion par rapport à ce travailler ensemble, quelque chose de positif. Peut-être Camille. On m'a donné le micro en disant ça, c'est de l'humain. Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien ce qu'a dit Philippe Reitinger tout à l'heure. Du coup, je me permets d'insister dessus, d'autant plus que si certains ne pouvaient pas comprendre son accent américain, du coup, je vais en remettre une couche parce que c'est vraiment important ce qu'il a dit. Lui, il a parlé de toute la contribution non-profit, donc en bon français, comment on dit, non commercial, quoi. Toute la contribution qui est faite à l'Internet et qui fait que ça reste à peu près stable, le fait qu'il y ait du code open source, qu'il y ait des ONG qui travaillent. Voilà, moi, je sais pas, récemment, j'ai rafraîchi ma donation à Wikipédia, voilà, si jamais vous avez envie de faire ça. Et je voulais juste insister là-dessus parce que, en réalité,
je trouve que ce qui est beaucoup mis en avant dans notre époque moderne, c'est des éléments d'Homo sapiens qui sont en fait assez anecdotiques. Donc la guerre, la violence, la compétition, c'est des trucs qui, je pense, finalement font absolument pas Homo sapiens. Je pense que ce qui fait Homo sapiens, c'est la collaboration et c'est le fait que les êtres humains ne peuvent vivre que en communauté. Et je dis pas ça parce que je suis hippie, parce que c'est pas le cas du tout, mais c'est juste une réalité après avoir fait 10 ans de recherche académique. Recherche académique, c'est un milieu de requins, et 10 ans de start-up. Je suis aujourd'hui vraiment convaincue que, qu'on le veuille ou non, la force qui porte la société, c'est la collaboration. C'est pas l'argent, c'est pas la compétition. Après, on a mis des couches par-dessus de capitalisme, etc. Mais c'est pas ça qui marche. Et de toute façon, c'est pas ça qui va survivre en réalité. Le système économique actuel, il va pas survivre indéfiniment. Soit parce que la planète ne survivra pas, soit parce qu'on va changer de système. Donc, c'était intéressant ce que disait Philippe parce que voilà, il y a plein de petites mains invisibles partout qui font en sorte que le système fonctionne. Et c'est vrai aussi pour la cybersécurité. Donc voilà, je voulais remettre une petite couche de ça. Ben, merci beaucoup pour cet éclairage. Non. Ouais. Oui, l'esprit des JO, c'était ça, on est tous capables. Et c'est quand même plus joli de voir cet esprit-là. C'est plus inspirant que de se dire que finalement, on peut tous se taper dessus pour n'importe quoi. Oui, je rejoins. En fait, c'est vraiment l'esprit de travailler ensemble. Enfin, pour l'IA, on est obligé. Pour les réglementations, on est contraint. Et finalement, c'est presque une bonne chose. Donc voilà, ça met en relation des métiers qui, effectivement, comme tu disais, data scientist et cybersécurité, en général, on ne se parle pas. Voire même on est un peu antagoniste, il faut bien le reconnaître. Là, on a l'opportunité, finalement, de changer le jeu. Et c'est le même combat. Voilà, tous ensemble pour aller plus loin. Merci beaucoup à toutes les trois. Camille, on te retrouve demain pour ton meet-up. On peut les applaudir. Merci beaucoup pour votre contribution. Est-ce que vous avez, avant qu'on se retrouve dans l'amphithéâtre pour la dernière keynote de la journée, est-ce que vous auriez une question, peut-être un témoignage, une intervention pour clôturer cette table ronde? Non? Eh bien, allez. Pierre-Luc. J'y arriverai pas. J'ai 35 ans presque d'expérience dans la cyber. Je vais dire chez Carmine, je sors du train d'atterrissage, je vais dire choses comme ça. Non, pas tout de suite. Mais des Kafka, il y a dit une phrase que je l'ai reprise en conclusion dans mon bouquin, parce que je voulais vraiment que ce bouquin soit pour les jeunes générations. Voilà. Je n'ai pas l'état d'âme à dire, il n'est pas pour vous, il est pour vos enfants. En plus, je ne plaisante pas. Je ne suis pas de là. La citation, c'est que chaque génération se croit plus intelligente que la suivante et plus sage que la précédente. Camille, sur le gap générationnel, tu as observé des choses? Bon, je sais pas à quel titre j'interviens, si c'est parce que j'ai l'air plus jeune ou parce que... Je sais pas si c'est parce que j'ai l'air plus jeune ou parce que j'ai un truc à dire dessus, mais j'ai été interviewée par un média de jeunes, donc 18 ans, sur le fait que, alors, donc les, entre guillemets, jeunes, en ont un peu marre ils ont l'impression qu'on les prend pour des demeurés. Et du coup, ils m'ont fait venir pour parler de l'intelligence en fonction de l'âge, quoi, un truc comme ça. Et je sais pas, c'est intéressant. C'est-à-dire que chaque génération fait face à une situation inédite. Et en fait, c'est ni bien ni mal et il n'y a pas de classification à faire. Le fait est que quand les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, il y a un moment, ils seront sur Terre et moi, je n'y serai plus. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose de la responsabilité. Moi, je trouve que ça fait partie aussi des problèmes de l'époque contemporaine. C'est la responsabilité. C'est que on dirait que tout le monde devrait s'en laver les mains de tout, en fait. Parce que, de toute façon, c'est la fin du monde, c'est la collapsologie, etc. On peut rien faire. Donc, puisqu'on peut rien faire, continuons le business as usual. Bah oui, mais sauf qu'en réalité, on vit les conséquences de nos choix tous les jours. Donc,
Jeunes ou moins jeunes, c'est comme ça, quoi. On est obligé d'y faire face. Les désastres climatiques, le fait que les guerres, le risque augmente, c'est pas que le cyber-risque, tous les risques augmentent. Les risques climatiques, les risques alimentaires, les risques financiers, les crises se rapprochent de plus en plus. Donc, jeunes ou pas jeunes, on est un peu tous dans le même bateau. C'est juste que certains, comme tu le disais, vont quitter le bateau avant d'autres, quoi. Mais... Merci beaucoup. Oui, Marie, c'est là. Alors, je vais essayer de... Vas-y. Alors, je crois que oui, parce que c'est un enregistrement continu. Voilà, je sais qu'après, peut-être en off, Marie-Céla, Lucille pourra te répondre. Alors, à la Caisse des dépôts, les entités avec lesquelles on travaille, il y a effectivement une entité data qui porte l'ensemble des projets qui travaillent avec les métiers. Donc, la première entité avec laquelle on travaille, en fait, c'est eux. La partie DSI, les équipes sécurité, évidemment. Après, il y a les équipes sécurité opérationnelle, oui, plus la gouvernance, les deux niveaux. Donc, on est quand même assez large dans la collaboration et l'implication. Pourquoi ? Parce que ça permet d'embarquer tout le monde, en fait. Et de se dire, cette politique, elle va être, là elle est un peu en draft, elle sera validée finalement pour l'ensemble des entités qui sont concernées, parce qu'elle est faite pour eux. Et voilà, les écueils, c'est beaucoup de discussions pour pas paraître trop ayatollah sécurité, en fait. Voilà, sur une façon un peu de présenter les choses, d'encadrement des risques. Moi, je suis à la direction des risques, donc c'est plus mon rôle. Hein. Mais c'est plutôt de pas repasser dans le rôle de celle qui empêche tout le monde de tourner en rond et largement, mais plutôt dans le rôle que je veux garder de business partner. Et c'est un peu une ligne de crête, en fait, là. Oh, il faut 3-4 mois pour le faire, c'est 3-4 mois de travail, quand même. Alors, on est obligé de s'arrêter là parce qu'on est attendu dans le Grand Amphi. Merci à tous et bonne fin de salon.